Elle n'était qu'une simple vendeuse de rue. Chaque jour, elle offrait un repas à un petit garçon sans abri. Elle ne lui demandait jamais rien. Elle ne connaissait pas son histoire, ni ce qu'il cachait vraiment. Mais un matin, alors que tout semblait calme comme d'habitude, un gros 4x4 s'arrêta brusquement devant sa petite boutique. Et ce qui se produisit ensuite dépassa tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Dans un coin calme d'Abidjan, loin des grandes routes et des belles maisons, un petit garçon marchait seul. Il s'appelait Nathan. Il avait seulement 8 ans, mais la vie l'avait déjà rendu trop mature pour son âge. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, il quittait l'immeuble inachevé où il vivait avec sa mère. Avant de partir, il se penchait vers elle et murmurait « Il faut que je trouve de la nourriture aujourd'hui, maman. » Sa mère, Aya, était couchée dans un coin sur un vieux matelas. Elle se battait contre une maladie des reins. Certains jours, elle n'arrivait même plus à lever la tête. Mais dès que Nathan se préparait à sortir, elle essayait toujours de sourire. « Nathan, sois prudent s'il te plaît. Reviens vite. »« Je vais revenir, maman, » disait-il toujours, en lui tenant la main quelques secondes avant de partir. Mais leur vie n'avait pas toujours été comme ça. Des années avant la naissance de Nathan, tout était différent. Aya était une jeune femme joyeuse. Elle tenait une petite boutique de provisions. Riz, haricots, lait, pain, biscuits. Son commerce lui permettait de payer ses charges et de rêver un peu à l'avenir. À cette époque, elle aimait un homme appelé Kwame. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Il était intelligent, calme, plein d'ambition. Après avoir longtemps essayé de se battre contre la dureté de la vie, il avait un jour entendu parler d'une opportunité de partir en Europe pour se construire un avenir meilleur, un avenir qu'il rêvait de partager avec la femme qu'il aimait. C'était une chance unique, peut-être la seule de toute sa vie. Mais pour saisir cette opportunité, il devait régler des frais qu'il n'avait absolument pas les moyens de payer. Aya croyait tellement en lui qu'elle utilisa presque toutes ses économies pour l'aider. « Ne t'inquiète pas, Kwame. Un jour, tout ira bien. » Et lui répondait toujours « Merci, Aya. Je te promets que je te rendrai fier. » Quand il obtint enfin tout ce qu'il fallait, il voyagea. Il s'appelait chaque jour. Aya riait à chaque fois qu'elle entendait sa voix. Elle croyait que leur futur était certain. Mais 2 semaines après son arrivée, tout changea. Ses appels cessèrent brusquement. Aya tenta de le joindre encore et encore. Elle pleura, elle pria. Rien, aucun message, aucun signe. Elle ne comprenait pas. 2 semaines plus tard, elle commença à sentir son corps changer. Faiblesse, nausée, fatigue étrange. À l'hôpital, le médecin lui annonça « Madame, vous êtes enceinte. » Aya resta figée. Enceinte ? Comment vais-je m'occuper d'un enfant, toute seule ? Mais elle fit son choix. Elle garda la grossesse. Et quelques mois plus tard, elle donna naissance à un garçon, Nathan. Pendant les premières années, malgré les difficultés, ils étaient heureux. Nathan était un enfant joyeux. Aya travaillait dur pour payer son école, lui acheter des jouets simples, garder la maison vivante. Puis tout s'écroula. Lorsque Nathan eut 6 ans, Aya commença à ressentir une fatigue inhabituelle. Au début, elle pensa que c'était le stress. Puis cela devint pire. Jambes lourdes, vertiges, douleurs. Après plusieurs tests, le médecin confirma. « Aya, vous avez une insuffisance rénale. Vous avez besoin de dialyse 2 fois par semaine et d'une greffe plus tard. » Quand elle demanda combien cela coûterait, le médecin soupira. « Beaucoup, et la greffe devra se faire dans un hôpital de référence spécialisé. » Elle essaya, elle dépensa tout. Elle vendit ses meubles, son congélateur, sa petite boutique. En 2 ans, tout avait disparu. Elle ne pouvait plus payer le loyer. Elle ne pouvait plus payer l'école de Nathan. Ils furent obligés de quitter leur maison. Elle pleura toute la journée en tenant la main de son fils. Ils finirent dans un coin d'un immeuble inachevé. Elle nettoya le sol comme elle pouvait et en fit leur nouveau foyer. Puis, quand elle devint trop faible pour se lever, Nathan n'eut pas le choix. À 8 ans, il dut aller dans les rues chaque jour pour demander un peu d'aide, un peu d'argent ou un peu de nourriture. Il sortait sous le soleil, la faim au ventre, et répétait « Je dois trouver quelque chose, pour maman. » Il marchait lentement le long du trottoir, ses yeux glissant d'un passant à l'autre, espérant qu'au moins l'un d'eux lui offrirait un geste de compassion.
Mais les réponses étaient les mêmes que la veille. Certains détournèrent le regard, d'autres lui faisaient un signe de la main pour qu'il s'éloigne, et quelques-uns le regardaient avec pitié sans rien donner. Chaque refus lui pesait, mais il continuait, parce qu'il savait que sa mère attendait quelque chose pour tenir la journée. Au bout de plusieurs minutes, il arriva près d'un petit maquis de rue qu'il avait remarqué la veille. Une bonne odeur de riz chaud et de sauce sortait de la marmite qui fumait doucement devant la boutique. La vendeuse, une jeune femme du quartier appelée Nabila, rangeait quelques assiettes tout en servant les derniers clients du matin. Nathan, fatigué, se posa sur un banc en bois installé à côté du comptoir. Il ne dit rien, il observait simplement la scène en espérant que quelqu'un remarquerait sa présence. Nabila leva les yeux et aperçut ce petit garçon assis seul, les mains jointes sur ses genoux, le visage marqué par la fatigue, mais aussi par une sorte de timidité qui ne ressemblait pas à celle des autres enfants qui passaient chercher un reste de nourriture. Quelque chose dans son attitude la toucha. Elle posa l'assiette qu'elle essuyait, s'essuya les mains sur son pagne et s'approcha du banc. « Bonjour petit. »« Comment tu t'appelles » demanda-t-elle doucement. Nathan leva les yeux vers elle et répondit simplement. « Je m'appelle Nathan. »« Tu attends quelqu'un » continua-t-elle. Il secoua la tête et baissa les yeux avant de murmurer. « Non, j'ai juste faim. » En entendant ces mots, Nabila sentit son cœur se serrer. « Assieds-toi un peu, d'accord ? Attends-moi. » Elle retourna dans la cuisine, prit une assiette propre, y servit une bonne portion de riz chaud, ajouta un peu de sauce et revint vers lui. Elle posa l'assiette devant lui et dit avec douceur « Tiens, mange, tu dois reprendre des forces. » Mais à sa grande surprise, Nathan ne toucha pas l'assiette. Il la regarda un moment, puis releva ses yeux vers Nabila et demanda timidement « Tanti, est-ce que tu as un sac ? Je veux emmener pour ma maman. Elle ne peut pas sortir, elle est malade. » Nabila resta immobile quelques secondes. Elle ne savait rien de cette femme malade, ni de leur vie dans un immeuble en chantier, ni de la bataille silencieuse qu'ils menèrent chaque jour. Mais elle sentit instinctivement que l'enfant disait la vérité. Elle retourna chercher un sachet propre, transféra soigneusement la nourriture à l'intérieur et le referma. Ensuite, elle lui tendit le paquet et dit « Tiens, prends ça pour ta maman. Et attends. » Elle prépara une deuxième assiette, cette fois pour Nathan lui-même, et revint vers lui. « Maintenant, tu manges ici. Tu ne peux pas rentrer sans avoir mangé quelque chose. » Le garçon hésita d'abord, puis accepta. Il mangea lentement, comme quelqu'un qui voulait savourer chaque bouchée sans se précipiter. Nabila l'observa à distance, profondément touchée par sa manière calme et respectueuse d'être. Lorsqu'il eut terminé, elle lui rappela de tenir le sachet bien serré avant de rentrer. Nathan la remercia plusieurs fois, puis ressortit du maquis et s'éloigna en marchant vite. Il voulait absolument arriver avant que sa mère ne s'inquiète. Nabila resta un moment à la porte, regardant sa petite silhouette s'éloigner dans la poussière de la rue. Elle ne savait pas pourquoi ce garçon l'avait autant marquée en si peu de temps, mais elle sentit que quelque chose, dans cette rencontre, n'était pas ordinaire. Elle retourna à son comptoir, mais son esprit continuait de tourner autour de lui. Pendant ce temps, Nathan atteignit l'immeuble inachevé qui leur servait de refuge. Il poussa la planche de bois qui leur servait de porte et dit doucement « Maman, je suis revenu. » Aya leva difficilement la tête, ses yeux s'illuminant à la vue du sachet. Nathan trouva une assiette, la rinça comme il pouvait, servit un peu de nourriture et vint s'asseoir près d'elle pour l'aider à manger. Elle avala les bouchées avec lenteur, son corps affaibli essayant de reprendre un peu de force. « Que Dieu bénisse cette femme » murmura-t-elle en fermant les yeux un instant. Nathan hocha la tête. « Elle s'appelle Nabila. » Ce soir-là, ils mangèrent tranquillement. Et même si la vie restait difficile, Aya sentit un peu de chaleur au fond de son cœur. Une inconnue avait aidé son enfant. Et parfois, une seule petite aide suffit pour tenir encore un jour de plus. De son côté, dans son studio, Nabila comptait sa petite recette du jour pendant que les bruits du quartier commençaient à se calmer. Mais son esprit revenait toujours à l'image de Nathan, à sa manière de parler, à ce visage sérieux et sincère. Elle se demanda comment vivait cet enfant pour qu'il préfère donner son repas plutôt que de manger lui-même. Elle se coucha ce soir-là avec un poids dans la poitrine.
un poids fait de compassion, de questions, et d'un sentiment étrange que cela ne s'arrêterait pas là. Les jours qui suivirent, Nathan continua de sortir tôt chaque matin. Il n'avait que 8 ans, mais il savait que sa mère n'avait que lui. Et comme elle n'arrivait plus à se lever, il devait être celui qui ramenait quelque chose à manger. Ce matin-là, après avoir donné à manger à Aya la veille grâce à l'aide de Nabila, il reprit son chemin habituel, mais il marchait d'un pas décidé, comme quelqu'un qui a une mission à accomplir. Il tenta d'abord de demander un peu d'aide aux passants. Certains répondirent brusquement, d'autres l'ignorèrent complètement. Après plusieurs refus, il sentit un découragement monter en lui. Mais au lieu de rentrer les mains vides, il pensa immédiatement à Nabila. La manière dont elle l'avait accueilli la veille lui donna un peu de courage. Peut-être qu'elle accepterait encore de l'aider. Arrivé près du maquis, il fit semblant de passer, comme s'il n'osait pas entrer directement. Nabila, qui essuyait une table, leva la tête et le reconnut aussitôt. Son visage s'adoucit. « Nathan, tu es venu ?» dit-elle en s'approchant. Il se retourna timidement. « Bonjour, tanti. Viens, assieds-toi. » Elle lui montra une chaise à l'intérieur. « Tu n'as rien mangé depuis ce matin ?» Il secoua doucement la tête, un peu honteux. Nabila s'éloigna un instant, prépara 2 portions, une pour Nathan, une autre qu'elle emballa soigneusement, puis revint vers lui. Cette fois, elle ne lui demanda pas de manger tout de suite. Elle posa l'assiette devant lui et dit simplement « Tu peux manger ici, et ça, c'est pour ta maman. » Nathan la regarda, les yeux légèrement brillants. Il ne dit pas grand-chose, mais sa gratitude se lisait sur son visage. Il mangea doucement, puis prit le sachet emballé pour sa mère. Avant qu'il ne parte, Nabila posa une main sur son épaule. « Nathan, tu peux venir chaque jour, d'accord ? Je mettrai toujours quelque chose de côté pour toi et pour ta maman. Ne marche plus longtemps sous le soleil comme ça. » Le petit hocha la tête. Cette phrase seule lui donna un sentiment de sécurité qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps. Lorsqu'il rentra à la maison ce soir-là, Aya, qui avait un peu repris connaissance, leva les yeux vers lui. Elle aperçut le sachet dans ses mains et demanda enfin la question qui lui brûlait les lèvres depuis la veille. « Nathan, d'où vient toute cette nourriture ? Qui t'aide ?» Le garçon s'assit près d'elle et répondit calmement. « C'est une femme au maquis. Elle s'appelle Nabila. Elle m'a vu assis, elle a demandé mon nom, et elle m'a donné à manger sans rien demander. Aujourd'hui encore, elle m'a dit de revenir. » Aya resta silencieuse un moment. Ses yeux se remplirent d'émotion. Elle savait ce que cela signifiait. Quelqu'un avait vu son fils, quelqu'un l'avait considéré, quelqu'un avait tendu la main alors qu'il n'avait plus rien. « Que Dieu bénisse cette femme !» souffla-t-elle d'une voix fatiguée. Ce soir-là, Nathan la nourrit encore une fois, plus paisiblement que d'habitude. Une lueur d'espoir commençait à apparaître dans leur quotidien. Pendant ce temps, Nabila, dans sa chambre modeste, repensait au garçon. Elle se surprit à espérer qu'il revienne le lendemain, non pas par obligation, mais parce que quelque chose en elle voulait veiller sur lui. Elle ne savait toujours rien de l'histoire complète, mais elle sentait qu'elle se trouvait au début de quelque chose de plus grand qu'elle. Elle n'avait aucune idée que ce simple geste de gentillesse allait bientôt changer sa propre vie. Les jours suivants, Nathan se rendit au maquis de Nabila avec une régularité qui surprit même la jeune femme. Dès qu'il apparaissait devant la petite table en bois, Nabila sentait quelque chose changer dans son humeur. Elle posait sa louche, lui adressait un sourire et préparait aussitôt une assiette pour lui. C'était devenu une habitude, presque une promesse silencieuse entre eux. Nathan, de son côté, arrivait toujours avec la même politesse, la même timidité, comme s'il n'osait jamais trop en demander. Pourtant, chaque fois qu'il s'asseyait, il paraissait un peu plus léger. Il mangeait calmement, regardait Nabila ranger la cuisine, et parfois même l'aidait à rincer une assiette ou à ramasser une serviette tombée. Il faisait ses gestes sans bruit, avec une douceur que Nabila n'avait pas l'habitude de voir chez un enfant. Un après-midi, alors que la chaleur commençait à baisser, Nabila s'assit près de lui et l'observa quelques secondes avant de lui poser une question qu'elle retenait depuis plusieurs jours. « Nathan, est-ce que ta maman va mieux ?» Le garçon baissa légèrement les yeux,
comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Elle ne peut toujours pas marcher. Elle est fatiguée, presque tout le temps. » Nabila sentit une pression dans sa poitrine. Ce garçon vivait quelque chose qu'un enfant ne devrait jamais affronter. Elle inspira doucement. « Tu sais, j'aimerais beaucoup la saluer un jour, si elle est d'accord, juste pour lui dire bonjour. » Nathan releva les yeux, étonné qu'une étrangère s'intéresse autant à eux. « Je vais lui demander. » Ce soir-là, lorsqu'il rentra, sa mère l'accueillit d'un faible sourire. Lorsqu'il lui parla de Nabila, de sa gentillesse, de sa demande de visite, Aya resta silencieuse un long moment. Puis elle hocha doucement la tête. Si elle veut venir, elle peut. 2 jours plus tard, Nabila ferma son maquis un peu plus tôt, un geste qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle suivit Nathan jusqu'à leur habitation. Lorsqu'elle entra, elle vit Aya allongée, le visage fatigué mais éclairé d'un sourire chaleureux. Nabila s'approcha avec respect et salua la mère de Nathan avec douceur. Elles échangèrent quelques mots simples, mais chaque phrase semblait porter une grande valeur pour Aya. Voir quelqu'un s'intéresser à son fils, quelqu'un qui ne cherchait rien en retour, la toucha profondément. Elle remercia Nabila plusieurs fois pour ce qu'elle faisait pour eux. Nabila mit quelques minutes à comprendre la réalité de leur situation. Le manque de place, la maladie, l'absence d'un adulte en bonne santé pour épauler Nathan. Elle ressortit de là avec un poids nouveau dans le cœur. Ce n'était pas seulement de la compassion, c'était un début d'attachement, un sentiment qui grandissait sans qu'elle s'en rende compte. Pendant ce temps, loin de ce quartier, un homme venait de poser ses valises à Abidjan, après plusieurs années d'absence. Il s'appelait Kouamé, et son retour n'avait rien d'un voyage touristique. Dès qu'il descendit de l'avion, il resta quelques secondes immobile, comme s'il essayait de reprendre contact avec le sol ivoirien, puis il monta dans une voiture qui l'attendait déjà. Son visage était marqué par l'expérience et par quelque chose d'autre, une inquiétude qu'il gardait pour lui. Il regardait la ville défiler, les rues familières, les bâtiments qu'il reconnaissait à peine, les voitures qui klaxonnaient comme avant. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose du regard, quelque chose qu'il n'avait pas encore trouvé. À un moment, il passa la main sur son front et murmura presque sans voix « Que Dieu me guide !» Il ne dit rien de plus. Mais dans ses yeux, il y avait un mouvement, une pensée, comme un fil invisible qu'il suivait sans encore savoir où il menait. Les jours passaient, et Nathan continuait d'aller au maquis de Nabila, comme si c'était devenu son deuxième point de respiration. À chaque fois qu'il arrivait, Nabila lui souriait immédiatement. Il n'avait pas besoin de parler. Elle savait déjà ce qu'il venait chercher. Mais elle sentait aussi que ce n'était plus seulement de la nourriture qu'elle lui donnait. C'était une présence, une stabilité, une porte ouverte dans un monde qu'il avait trop souvent fermé. Un après-midi, alors que Nathan l'aidait à ranger 2 assiettes, Nabila l'observa un instant. Il avait des gestes prudents, presque adultes, et pourtant il restait un enfant dans la manière dont il se tournait vers elle, cherchant parfois silencieusement l'assurance qu'il faisait bien. Elle se demanda comment quelqu'un de son âge pouvait porter autant de responsabilités sans jamais se plaindre. Pendant ce temps, Aya, dans leur petit logement, commençait à attendre chaque retour de son fils avec impatience. Son état ne s'améliorait pas, sa fatigue ne disparaissait pas, mais elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait avoir perdu, l'espoir. Et cet espoir venait d'une femme qu'elle n'avait rencontrée qu'une seule fois, mais qui avait su voir la détresse de son fils, là où tant d'autres ne voyaient rien. Pendant que cette vie fragile continuait dans leur coin du quartier, un autre fil de l'histoire avançait ailleurs, sans bruit, mais avec détermination. Depuis son retour à Abidjan, Kouamé avait commencé à retracer ses anciens pas. Il se rendait dans les lieux qu'il avait connus avant son départ. Il interrogeait des voisins, demandait si quelqu'un avait encore des nouvelles d'Aya. La plupart des réponses étaient vagues, parfois confuses. Les années avaient repassé, les gens avaient déménagé, les souvenirs s'étaient effacés avec le temps. Mais un après-midi, alors qu'il arrivait dans l'ancien quartier où il vivait autrefois, une femme âgée, assise devant sa porte, leva les yeux vers lui. Elle resta un moment à l'observer avant de murmurer, surprise. « Kouamé, c'est toi ?» Il s'approcha, presque bouleversé.
Maman Cissé, vous me reconnaissez encore ?» Elle hocha la tête lentement. « Tu as changé, mais oui, je te reconnais. Tu habitais ici avec la petite Aya. » À l'évocation de ce prénom, le regard de Kouamé s'assombrit légèrement. « Vous savez où elle est? Où elle est partie ?» La vieille femme soupira, comme quelqu'un qui porte un souvenir qui l'attriste encore. « Mon fils, après ton départ, les choses sont devenues difficiles pour elle, très difficiles. Elle avait un enfant, un garçon, puis elle est tombée malade. Elle a tenu longtemps, mais la vie était trop dure pour elle ici. Un jour, elle a pris quelques affaires et elle est partie. Personne n'a su où elle allait. » Kouamé sentit son cœur se serrer, comme si une vérité qu'il redoutait depuis longtemps venait de s'imposer à lui. « Elle avait un enfant ?» demanda-t-il, la voix basse. « Oui, un petit garçon. » Il resta silencieux un moment. Il regarda autour de lui, comme si le décor pouvait lui donner une réponse supplémentaire. Puis il remercia la vieille femme avec respect. Lorsqu'il remonta dans sa voiture, il resta quelques secondes immobile. Son regard se perdit dans le vide. Il n'avait pas trouvé Aya. Il n'avait pas trouvé l'enfant. Mais il savait désormais une chose. Elle avait souffert. Et elle avait dû partir loin, sans aide, sans soutien. La voiture démarra lentement, mais les pensées de Kouamé, elles, s'accéléraient. Il ne savait pas encore où chercher. Il ne savait pas encore par où commencer. Mais il savait qu'il ne pouvait plus abandonner. Le maquis de Nabila était devenu un refuge pour Nathan. Ses gestes simples, répétés chaque jour, avaient fini par tisser une relation douce et solide entre eux. Un soir, après avoir servi les derniers clients, Nabila s'assit sur une chaise en plastique, la tête pleine de pensées. Elle se demanda comment aider cette famille davantage, mais elle était déjà elle-même dans une situation financière difficile. Elle n'avait ni économie, ni réseau, ni moyens importants. Pourtant, l'idée de laisser Nathan et sa mère seuls lui devenait insupportable. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Kouamé, toujours plongé dans sa recherche, ne trouvait aucune trace d'Aya. Toutes les pistes menaient à la même réponse. Elle est partie, mais personne ne savait où. Cette absence d'information pesait lourdement sur lui. Il imaginait ce qu'elle avait dû traverser, seule, malade, avec un enfant. Plus il y pensait, plus la culpabilité le rongeait. Il n'avait jamais oublié Aya, mais il ignorait qu'elle avait porté un fardeau bien plus grand que ce qu'il imaginait. Un soir, dans la grande maison qu'il avait louée provisoirement, il s'assit dans le salon, les lumières tamisées reflétant son visage pensif. Un protecteur corpulent restait devant la porte, mais Kouamé ne lui prêtait aucune attention. Il pensait encore et encore à la phrase de la vieille femme. Elle avait un enfant. Elle était malade. Il ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis décrocha son téléphone. « Appelle-moi le chauffeur. J'ai besoin de lui demain matin. » Quand le chauffeur arriva, Kouamé lui donna une instruction simple, mais lourde de sens. « Je veux que tu cherches des petits hôpitaux, des centres de santé perdus dans les quartiers, les endroits où les gens souffrent et où personne ne va vraiment. Je veux y faire des dons, et je veux comprendre comment vivent ceux qui n'ont aucune aide. » Le chauffeur hocha la tête, surpris mais respectueux. « Très bien, patron. Je commencerai demain à la première heure. » Kouamé ne dit rien de plus. Mais derrière ce geste généreux, il y avait autre chose. Il voulait aider, oui. Mais il espérait aussi, quelque part, que dans l'un de ces petits endroits, quelqu'un aurait peut-être entendu parler d'une femme malade, disparue depuis des années. Le lendemain, tôt le matin, son téléphone vibra. Le chauffeur avait trouvé l'adresse d'un petit centre de santé situé dans un quartier modeste. Sans hésiter, Kouamé enfila une chemise, prit ses clés et sortit. Le convoi de Kouamé s'engagea à travers plusieurs ruelles d'Abidjan. Les routes devenaient plus étroites, les bâtiments plus anciens, et les boutiques informelles se multipliaient. C'était un quartier qu'il n'aurait jamais imaginé traverser autrefois. Mais aujourd'hui, il cherchait précisément les endroits où la misère se cachait derrière les sourires fatigués. Le chauffeur roulait lentement, suivant l'itinéraire qu'on lui avait donné pour rejoindre un centre de santé isolé. À l'arrière, Kouamé observait les alentours sans parler. Il voulait comprendre la vie ici, sentir ce que vivent ceux qui n'ont rien.
Peut-être espérait-il aussi reconnaître un visage, un nom, un souvenir. Rien n'était sûr, mais quelque chose en lui le poussait à continuer. Après presque 2 heures de route, son estomac se mit à tirailler légèrement. Il n'avait rien avalé depuis le matin, et le centre de santé était encore loin. Le chauffeur aperçut alors un petit maquis propre installé juste au bord de la route. La fumée d'une marmite montait doucement dans l'air, et quelques clients étaient assis sur des bancs. « Patron, on peut s'arrêter ici quelques minutes pour manger ?» Kouamé regarda le maquis. Ce n'était qu'un petit établissement modeste, rien de plus. Mais quelque chose dans cet endroit, peut-être la simplicité, peut-être la tranquillité, lui donna envie d'accepter. « Oui, arrêtons-nous ici. » Les 2 véhicules noirs se garèrent côte à côte, attirant immédiatement les regards des habitants du quartier. Les moteurs s'éteignirent, les gardes descendirent les premiers, puis le chauffeur ouvrit la portière de Kouamé. Pendant que tout le monde observait cette arrivée inhabituelle, Nabila, qui essuyait une table à l'extérieur, se figea un instant. Elle n'avait jamais vu un tel convoi s'arrêter devant son maquis. Elle remit rapidement en ordre sa tenue et s'avança, un peu nerveuse mais polie. « Bonjour monsieur, vous voulez manger ?» Kouamé acquiesça et avança de quelques pas. Puis il s'arrêta. Son regard venait de tomber sur un enfant assis non loin du comptoir, concentré sur une pile d'assiettes qu'il lavait avec une attention presque adulte. C'était Nathan. Kouamé resta immobile quelques secondes sans comprendre pourquoi cette scène lui faisait un effet étrange. Quelque chose dans la posture du garçon, dans la finesse de ses gestes, dans l'expression sérieuse de son visage, attira son attention comme un aimant. Ce n'était pas de la reconnaissance. Il ne l'avait jamais vu, mais plutôt une sensation profonde, instinctive, qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il s'approcha légèrement. « Petit, comment tu t'appelles » Nathan releva la tête. Il essuya rapidement ses mains contre son short, comme pour montrer du respect. « Je m'appelle Nathan, monsieur. » Le ton de sa voix, calme et respectueux, fit naître chez Kouamé une émotion inattendue. Il hésita un instant, puis demanda « Tu ne devrais pas être à l'école à cette heure-là » Nabila, qui avait suivi la scène, intervint immédiatement, comme pour protéger l'enfant. « Monsieur, ce n'est pas qu'il ne veut pas aller à l'école. C'est juste, la situation est difficile pour lui, très difficile. » Kouamé tourna doucement la tête vers elle. « Que veux-tu dire ?» Nabila inspira un peu, choisissant soigneusement ses mots. Elle ne voulait ni exagérer, ni exposer le garçon inutilement, mais elle devait être honnête. Sa mère est malade depuis longtemps. Il s'occupe d'elle seule. Il fait comme il peut. Kouamé resta silencieux. Une seconde. Ces informations semblaient glisser sous sa peau, comme si elles réveillaient quelque chose qu'il avait essayé d'oublier. Il regarda Nathan encore une fois. Et plus il le regardait, plus quelque chose l'étreignait intérieurement. Un mélange d'empathie, de curiosité et d'un étrange écho du passé. Finalement, il tourna à nouveau les yeux vers Nabila. « Où vit-il » demanda-t-il doucement. Nabila fronça légèrement les sourcils. Elle n'était pas du genre à faire confiance facilement. « Pourquoi cette question, monsieur ?» Kouamé hocha la tête. « Je cherche à aider des familles en difficulté. On m'a conseillé de visiter des quartiers comme celui-ci. Si ce petit garçon vit une situation compliquée, je peux peut-être faire quelque chose. » Il ne mentait pas, mais il ne disait pas tout non plus. Nabila observa ses yeux un long moment. Elle n'y vit ni dureté, ni mépris, ni jugement. Juste une sincérité étrange pour un homme de son rang. Alors elle dit simplement « Je peux vous y conduire. » À ce moment précis, Nathan baissa les yeux, sans comprendre ce qui se jouait autour de lui. Mais un tournant silencieux venait d'être amorcé. Et personne ne savait encore que cette décision allait ouvrir une porte que le destin gardait fermée depuis des années. Nabila avait accepté d'accompagner Kouamé, mais elle resta prudente. Elle jeta un regard vers Nathan, comme pour lui demander silencieusement s'il était d'accord. Le garçon hocha timidement la tête. Il ne comprenait pas encore pourquoi cet homme voulait voir où il vivait, mais il ressentait instinctivement que Nabila ne l'exposerait jamais à un danger. « On peut y aller, monsieur. Ce n'est pas très loin. » Kouamé fit signe à son chauffeur. Il ne voulut pas utiliser tout le convoi pour éviter d'attirer trop d'attention dans la ruelle où vivait Nathan.
Il monta simplement dans son véhicule avec Nabila et le garçon. L'autre voiture suivit à distance raisonnable. Le trajet fut court, mais chargé d'une tension discrète. Kwame observait les rues se transformer. Les bâtiments devenaient plus vieux, les ruelles plus étroites. Chaque tournant semblait l'éloigner un peu plus du confort de sa vie actuelle pour le ramener vers quelque chose de plus brut, plus réel. Nathan, assis près de Nabila, gardait les yeux fixés sur la route. Il n'avait pas l'habitude de monter dans des voitures aussi luxueuses. Il restait calme, mais Nabila sentait qu'il était un peu impressionné. Elle posa doucement une main rassurante sur son épaule. « Ça va aller », murmura-t-elle. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un bâtiment abandonné, aux murs bruts, sans porte ni fenêtre. C'était là que vivaient Nathan et sa mère. Nabila sortit la première, suivie du garçon. Kwame descendit ensuite, regardant autour de lui. Rien ne l'avait préparé à ça. La pauvreté, il en avait vu dans sa vie. Mais imaginer qu'un enfant puisse vivre ici, cela lui fit un effet étrange, presque douloureux. Nathan avança vers l'entrée sombre. « C'est ici, monsieur ?» Kwame le suivit, son cœur battant un peu plus vite sans qu'il comprenne pourquoi. Ils franchirent l'ouverture de béton, et Nathan les guida à travers un couloir abîmé jusqu'à une petite pièce. Nabila s'arrêta juste avant l'entrée, puis se tourna vers Kwame avec un regard sérieux. « Monsieur, vous devez savoir que sa mère est très malade. Ne soyez pas surpris. » Kwame hocha la tête. Mais rien au monde n'aurait pu le préparer à ce qu'il vit en entrant. Une femme était allongée sur une natte, la respiration lente, le visage amaigri par les années de souffrance. Et au moment où la lumière de l'extérieur entra dans la pièce, elle ouvrit faiblement les yeux. Kwame se figea. Son souffle se coupa d'un coup. Il sentit son cœur se tordre dans sa poitrine comme si quelqu'un venait de l'attraper à main nue. La femme sur la natte, ce visage qu'il croyait ne plus jamais revoir, cette silhouette qu'il avait cherchée dans ses souvenirs des centaines de fois, c'était Aya. Le monde autour de lui devint flou pendant une seconde. Nabila, elle, ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. Elle vit seulement le visage de l'homme changer, son regard se remplir d'une émotion trop forte, trop brusque pour être anodine. Et Aya, en essayant de distinguer qui se tenait dans l'ombre, entr'ouvrit davantage les yeux. Puis sa voix, presque fragile, franchit ses lèvres. « Kwame ?» Ce simple mot traversa la pièce comme un éclair. Nabila écarquilla les yeux. Nathan, surpris, regarda sa mère, puis l'homme. Et Kwame sentit ses jambes trembler. Il n'avait pas seulement trouvé une femme malade. Il n'avait pas seulement trouvé une inconnue à aider. Il venait de retrouver une partie de lui-même, dans un endroit où il n'aurait jamais imaginé la retrouver. Pendant quelques secondes, la pièce resta silencieuse, comme si le temps lui-même avait cessé de bouger. Kwame fixait Aya, incapable de comprendre comment la vie avait pu les ramener l'un vers l'autre dans un lieu pareil. Son cœur battait à toute vitesse. Ses mains tremblaient légèrement. Il s'était préparé à la chercher, mais jamais à la trouver dans un état aussi fragile. Aya, elle, peinait à rester consciente. Son regard vacillait, mais la présence de Kwame semblait, l'espace d'un instant, lui donner un peu d'air. Elle essaya de lever la main, mais son bras retomba aussitôt. « Depuis tout ce temps » murmura-t-elle faiblement. Le murmure suffit à briser le contrôle de Kwame. Il avança d'un pas rapide, se pencha près d'elle et prit délicatement sa main. « Ne parle pas maintenant, s'il te plaît. » Sa voix tremblait. Nabila, debout derrière eux, sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'homme qui se tenait là n'était plus un visiteur, ni un homme riche venu faire un don. Il était quelqu'un profondément touché, blessé même, par l'état de cette femme. Nathan, surpris par l'émotion de cet étranger, regarda Nabila avec inquiétude. « Tanti, qu'est-ce qui se passe ?» chuchota-t-il. Nabila posa doucement une main sur son épaule pour le rassurer, même si elle-même ne comprenait pas tout. Puis, brusquement, Kwame se redressa. Son visage changea de ton. Son regard devint ferme, presque dur. Il fit un signe rapide à l'un de ses gardes. « On la transporte immédiatement, pas d'attente. Faites attention, elle est très faible. » Les gardes s'exécutèrent sans poser de questions.
Ils entrèrent dans la petite pièce avec précaution, soulevèrent Aya avec une délicatesse inhabituelle pour des hommes aussi imposants et la portèrent vers la sortie. Nathan voulut les suivre, paniqué. « Maman, où vous l'emmenez ?» Kwame se tourna vers lui, s'agenouilla devant le garçon et posa une main rassurante sur son épaule. « On va l'aider. On va la soigner, d'accord ? Tu viens avec nous. » Sa voix était douce, mais la tension dans ses yeux révélait la gravité de la situation. Nabila prit Nathan par la main et l'entraîna doucement derrière les gardes. À l'extérieur, le quartier regardait la scène avec étonnement. Les voitures noires, les gardes, la femme transportée, personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Mais tout le monde sentait que ce n'était pas banal. Kwame ouvrit lui-même la portière de son véhicule pour que les gardes puissent installer Aya à l'intérieur. « Direction la clinique la plus proche. Vite !» ordonna Kwame. Le convoi démarra en trombe. Dans la voiture, Aya respirait difficilement. Kwame restait à côté d'elle, posant parfois sa main sur son front comme pour vérifier qu'elle était encore consciente. Il n'avait plus l'air du businessman sûr de lui qu'il était il y a encore quelques heures. Il semblait juste brisé de la voir ainsi. Pendant ce temps, dans l'autre voiture, Nathan regardait par la fenêtre, les yeux embués, incapable de comprendre pourquoi cet homme réagissait, comme si la vie de sa mère lui appartenait aussi. Nabila, elle, observait Nathan puis le convoi devant eux. Elle ne disait rien, mais une pensée revenait sans cesse dans son esprit. Cet homme ne réagit pas comme un étranger. Le trajet jusqu'à la clinique se fit rapidement. À l'arrivée, des médecins vinrent directement prendre Aya en charge après un échange bref mais ferme avec Kwame. L'équipe médicale comprit immédiatement qu'il n'y avait aucune limite aux soins à fournir. Tout serait payé, tout serait pris en charge. Aya fut emmenée dans la salle d'urgence. Kwame resta devant la porte, immobile. Nathan se précipita vers lui. « Monsieur, est-ce que ma mère va vivre ?» Cette question frappa Kwame en plein cœur. Il s'accroupit pour être à la hauteur du garçon. « On va tout faire pour elle, Nathan. Tout, je te le promets. » Nabila arriva à son tour, posant une main rassurante dans le dos de Nathan. Le silence tomba un instant dans le couloir. Puis un médecin sortit enfin de la salle, le visage grave. Son état est critique. Elle aura besoin de soins lourds et rapides. Kwame répondit sans hésiter. « Faites tout ce qu'il faut, peu importe le coût, peu importe où. Je veux le meilleur traitement immédiatement. » Le médecin hocha la tête et repartit. Nabila regarda Kwame avec un mélange d'émotion et de surprise. Jamais elle n'avait vu quelqu'un réagir avec autant d'intensité pour une femme qu'il semblait connaître à peine. Nathan, lui, tenait sa main serrée contre celle de Nabila, tremblant. Dans ce couloir blanc, éclairé de néons froids, une nouvelle page de leur vie venait de s'ouvrir. Une page que personne n'aurait pu imaginer quelques heures plus tôt. Dans le couloir, Nathan restait immobile, le regard fixé sur ses portes, comme s'il espérait qu'elles s'ouvriraient d'un instant à l'autre. Nabila se plaça près de lui, attentive à chaque réaction de l'enfant. Un médecin revint quelques minutes plus tard. « Nous l'avons stabilisé pour le moment, mais son état est critique. Nous lançons des examens et nous la transférons ensuite en soins intensifs. » Kwame acquiesça sans hésiter. « Faites ce qu'il faut. Je prends tout en charge. » Le médecin repartit aussitôt. Le garçon s'installa près de Nabila, les yeux brillants d'inquiétude. Elle lui caressa doucement l'épaule. « Ta maman est entre de bonnes mains maintenant. » Kwame les rejoignit. Il resta debout, les bras croisés, comme incapable de se poser. Son regard oscillait entre la porte et le sol. La tension de son corps parlait pour lui. Nabila l'observa un moment, puis prit la parole. « Monsieur, je peux vous poser une question ?» Il tourna légèrement la tête. « Oui ? Pourquoi vous faites tout ça pour elle ? On dirait que ça vous touche plus que vous ne voulez le montrer. » Cette fois, le silence dura plusieurs secondes. Kwame fixa un point invisible devant lui, puis répondit calmement « Je vous expliquerai tout quand elle ira mieux, pas avant. » Sa voix était posée, mais on sentait qu'elle retenait plus qu'elle ne disait. Nabila hocha simplement la tête. Elle comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un refus, mais d'un secret trop lourd à ouvrir dans un couloir d'hôpital.
La nuit tombait doucement dehors. Dans le petit salon réservé aux familles, Nabila installa Nathan sur un fauteuil. Il s'endormit presque aussitôt, épuisé par la journée. Kwame resta debout près de la fenêtre, observant les lumières d'Abidjan, comme quelqu'un qui venait de prendre une décision trop longue à porter seul. Il ne parle pas, Nabila non plus. Et dans ce silence, une vérité s'imposait doucement. Le lendemain matin, le couloir des soins intensifs avait une atmosphère différente, plus calme, plus contenue. Les infirmières allaient et venaient en silence, et le ciel gris d'Abidjan filtrait à travers les vitres. Nathan s'était réveillé tôt, encore fatigué, mais avec un seul désir, voir sa mère. Nabila l'accompagnait, veillant sur lui comme une grande sœur improvisée. Un médecin approcha. Elle est toujours très faible, mais elle a réagi légèrement pendant la nuit. Vous pourrez entrer quelques minutes chacun, mais un par un. Un souffle d'espoir, discret, parcourut le couloir. Kwame remercia le médecin, puis laissa Nathan entrer le premier. L'enfant posa à nouveau sa petite main sur le bras de sa mère. Elle ne bougea pas, mais son souffle semblait un peu plus régulier. Quand Nathan revint, Kwame lui posa brièvement la main sur l'épaule, puis entra à son tour. Il resta quelques instants près d'elle, en silence. Lorsqu'il ressortit, il trouva Nabila assise sur une chaise, Nathan contre elle. Le garçon semblait épuisé et s'était rendormi contre son bras. Kwame s'approcha lentement. « Nabila, j'aimerais vous poser une question. » Elle releva la tête. « Oui, monsieur ?» Il hésita légèrement, ce qui n'était pas dans ses habitudes. « Comment avez-vous rencontré ce garçon? Comment tout cela a commencé ?» Nabila jeta un regard vers Nathan, puis répondit simplement. « Il est venu s'asseoir un jour devant mon maquis. Il n'a rien demandé. On aurait dit qu'il espérait juste que quelqu'un le remarque. Quand je me suis approché, j'ai compris qu'il n'avait pas mangé, depuis longtemps. Et il ne voulait pas manger sur place. Il voulait emporter pour sa mère. C'est là que j'ai compris. » Elle inspira doucement. Après ça, il revenait chaque jour. Je faisais ce que je pouvais. C'est tout. Kwame resta silencieux un moment. Chaque parole semblait entrer en lui avec un poids particulier. « Merci, Nabila. Vous avez fait bien plus que vous ne pensez. » Elle baissa légèrement les yeux. C'était normal. Personne ne doit lutter seul comme ça. Un court silence s'installa. Puis, comme rappelé soudain à la réalité du monde extérieur, Kwame demanda « Et votre maquis, vous n'allez pas ouvrir aujourd'hui? Vous allez fermer toute la journée ?» Nabila esquissa un sourire triste. « Monsieur, la boutique peut attendre. Ce petit, il ne doit pas rester seul. Pas aujourd'hui, pas dans un moment comme ça. Je préfère rester ici. » Ces mots touchèrent profondément Kwame. Il la regarda avec une attention nouvelle, presque respectueuse. Nabila ajouta calmement « Le commerce, je peux le reprendre demain. Mais Nathan, il n'a personne d'autre. Alors je reste. » La sincérité de cette réponse sembla adoucir l'atmosphère autour d'eux. Nathan dormait à moitié contre son bras, épuisé. Kwame hocha lentement la tête. « Vous avez raison, merci pour lui. » Il détourna le regard vers la porte des soins intensifs. Aya se battait pour rester en vie. Nathan se battait pour ne pas s'écrouler. Et Nabila tenait tout en équilibre, discrètement, sans rien demander en retour. Dans ce couloir d'hôpital, leur destin se liait un peu plus à chaque minute. Et pourtant, la vérité qui les reliait tous restait encore derrière les lèvres de Kwame, prête à surgir. En début d'après-midi, le médecin chargé d'Aya demanda à rencontrer Kwame. Nabila et Nathan s'approchèrent instinctivement, même si l'homme s'adressait d'abord à Kwame. « Nous avons les premiers résultats. Les reins de votre patiente sont gravement atteints. Elle aura besoin d'un traitement long et régulier. Les prochaines semaines seront essentielles. » Nathan serra la main de Nabila, inquiet. Le médecin poursuivit. « La bonne nouvelle, c'est qu'elle a réagi positivement aux premières interventions. Son corps se bat encore. Ce n'est pas perdu. » Un souffle d'espoir traversa Nabila. Kwame hocha la tête. « Faites tout ce qu'il faut. Je veux qu'elle reste ici, sous surveillance, le temps nécessaire. » Le médecin confirma et repartit. Nathan baissa les yeux,
comme s'il venait d'apprendre que la route serait longue. Mais pas impossible. Kwame s'accroupit devant lui. « Tu vas rester avec elle autant qu'il faudra. Je resterai aussi, Nathan. » Le garçon releva doucement la tête. C'était la première fois qu'on lui disait ça, qu'on restait pour lui. Nabila observa la scène en silence. Dans le couloir, alors que Nabila raccompagnait Nathan vers la chambre, Kwame la retint doucement par le bras. « Nabila, je vous dois beaucoup. » Elle le regarda, surprise. « À moi? Pourquoi? » « Parce que si vous n'aviez pas tendu la main à cet enfant, je ne les aurais peut-être jamais retrouvés. » Ce fut dit avec une sincérité qui ne demandait aucune explication supplémentaire. Nabila baissa les yeux, touchée. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, monsieur. J'ai juste agi comme il fallait. » Kwame sourit légèrement. « Ce que vous appelez rien d'extraordinaire, Nabila, a changé le cours d'une vie. » Elle ne sut quoi répondre. Il n'attendait pas de réponse. Les jours suivants passèrent rapidement. Grâce aux soins intensifs, Aya retrouva peu à peu des forces. Les médecins stabilisèrent ses reins, lancèrent un traitement lourd et régulier et confirmèrent qu'elle aurait besoin d'un suivi sur le long terme, mais qu'elle était désormais hors de danger. Après une semaine, elle pouvait enfin parler, s'asseoir et reconnaître pleinement les visages qui l'entouraient. Lorsque Aya fut transférée dans une chambre normale, Nathan entra le premier. Il se jeta doucement contre elle, les yeux pleins d'un bonheur qu'il n'avait jamais ressenti. Nabila resta près de la porte, les mains croisées, soulagée. Puis Kwame arriva. Aya le vit et tout son visage changea. Une émotion trop longue, trop retenue, monta d'un seul coup. Kwame. Il s'approcha, le cœur serré. Je suis là. Cette fois, je suis vraiment là. Nathan regardait l'un, puis l'autre, ne comprenant pas encore ce fil invisible qui les reliait. Aya respira profondément, puis murmura « Il doit savoir. » Kwame acquiesça doucement. Il s'agenouilla devant Nathan. Le petit garçon s'agrippa à la main de sa mère, confus. Kwame inspira profondément. « Nathan, il y a quelque chose de très important que je dois te dire. » Le silence devint lourd, presque solennel. « Ta mère et moi, nous nous connaissions avant ta naissance. Nous étions ensemble. Et... » Il hésita une seconde, la voix tremblante. « Et je suis ton père. » Nathan resta figé. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. « Mon... père ?» Kwame hocha la tête, les yeux humides. « Oui, Nathan. Je ne savais pas que tu étais né. Je n'ai su la vérité que récemment. Mais maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te quitterai plus jamais. » Aya posa une main sur celle de son fils. « C'est la vérité, mon enfant. Cet homme, c'est ton papa. » Nathan resta silencieux quelques secondes. Puis, timidement, il fit un pas vers Kwame. « Tu vas rester avec nous? Pour toujours ?» Kwame sentit sa gorge se serrer. « Pour toujours. » Nathan se jeta alors dans ses bras. Le premier vrai câlin de toute une vie. Nabila détourna le regard pour essuyer discrètement une larme. Elle avait vu Nathan affamé, perdu, seul. Et aujourd'hui, il retrouvait un père qu'il n'avait jamais connu. Quelques jours plus tard, Aya put enfin sortir de l'hôpital. Elle n'était pas totalement remise, mais elle marchait, parlait, et son visage retrouvait doucement sa lumière. Les médecins confirmèrent qu'avec un suivi régulier, elle pouvait reprendre une vie normale. À la sortie, Kwame s'arrêta devant eux et déclara calmement « Vous ne retournerez plus jamais là-bas. J'ai trouvé un appartement propre, sécurisé et meublé. Vous y emménagez aujourd'hui. » Aya baissa les yeux, les lèvres tremblantes. Nathan sourit timidement, comme quelqu'un qui découvre un futur qu'il n'espérait plus. Nabila regardait la scène avec un profond soulagement. Puis Kwame se tourna vers elle. Il la fixa un instant, comme s'il cherchait à voir au-delà de ses mots. « Nabila, je ne t'ai pas oublié. Tu as pris soin de mon fils sans rien attendre en retour. Je ne peux pas l'effacer. » Elle secoua doucement la tête. « Monsieur, vraiment, ce n'était rien. Je n'ai fait que l'aider. » Kwame sourit faiblement. « Ce n'était pas rien,
Tu lui as donné de la nourriture, de la dignité et un endroit où se sentir en sécurité. Sans toi, je ne les aurais peut-être jamais retrouvés. Alors laisse-moi t'aider, toi aussi. » Nabila déglutit difficilement. Kwame inspira profondément, comme s'il avait déjà tout préparé. « Nabila, dis-moi, quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie ?» Elle fut surprise. Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. Elle posa une main sur sa poitrine, comme pour calmer un battement trop fort. Pendant quelques secondes, elle ne sut même pas quoi répondre. Elle regarda Nathan, puis Aya, puis Kwame. « Monsieur, si je pouvais, j'aimerais retourner à l'école, finir ma formation et avoir enfin une activité stable pour sortir de la galère. Le maquis m'a aidé, mais ce n'était pas ma vie rêvée. » Kwame hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Alors c'est ce que tu vas faire. Dès demain, je te paie ton inscription. Je te trouve un logement correct, pas loin de ton centre de formation. Et pendant que tu étudieras, je financerai une petite boutique pour que tu aies un revenu stable. » Nabila porta la main à sa bouche. « Une boutique? Pour moi? Pour toi, oui. Tu n'auras plus à te battre seule pour survivre. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. « Monsieur, je ne sais même pas comment vous remercier. Ne me remercie pas, Nabila. Tu as aidé mon fils. Je n'oublierai jamais ça. Aujourd'hui, c'est à moi de te donner la chance que tu mérites. » Aya, encore faible mais lucide, murmura. « Tu le mérites vraiment, Nabila. Tu as été un ange pour nous. » Elle sourit faiblement. Le regard de Kwame se posa sur Nabila. « À partir d'aujourd'hui, Nabila, tu ne marcheras plus seule. » Et dans ce moment suspendu, chacun sentit que leur vie venait réellement de basculer. Nathan avait retrouvé un père. Aya avait retrouvé une force qu'elle croyait perdue. Nabila recevait enfin la chance qu'elle n'avait jamais eue. C'était le début d'une nouvelle page, écrite avec une émotion sincère, simple et inoubliable. Quand ils quittèrent enfin l'hôpital, le soleil déclinait légèrement, enveloppant la ville d'une lumière douce. Kwame fit monter tout le monde dans son SUV, et le trajet se déroula dans un silence rempli d'émotions qui n'avaient pas encore été dites. Le véhicule s'arrêta devant un immeuble calme, bien gardé, rien à voir avec l'endroit où Aya vivait il y a encore quelques jours. Quand elle posa le pied à l'entrée, Aya resta longtemps immobile. Son souffle tremblait un peu. « Kwame, tout ça pour nous ?» murmura-t-elle. Il lui sourit simplement. « Oui, et ce n'est que le début. » Ils montèrent à l'étage. La porte s'ouvrit sur un petit appartement lumineux, simple mais entièrement neuf. Un salon propre, 2 chambres, une cuisine équipée, un petit balcon où le vent de la ville entrait discrètement. Nathan courut presque vers la fenêtre, émerveillé. Nabila le suivit, un sourire doux aux lèvres. Aya avançait lentement, touchant du bout des doigts les murs, la table, le dossier d'une chaise. Comme si elle avait peur que tout disparaisse si elle clignait trop longtemps des yeux. Après la visite, ils revinrent tous au salon. Un certain silence flotta dans l'air, lourd, mais beau. Un silence qui disait que quelque chose d'important allait se dire. Nabila le sentit immédiatement. Elle regarda Aya, puis Kwame. Elle comprit. Elle posa doucement sa main sur l'épaule de Nathan. « Viens, on va voir ta chambre. Peut-être qu'on peut déjà ranger tes affaires, ou trouver quelque chose à grignoter ensemble. » Nathan accepta avec un petit sourire. Ils quittèrent le salon discrètement, laissant la porte entr'ouverte. Le salon retrouva son calme. Aya s'assit sur le canapé, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Kwame s'assit en face d'elle. Il inspira longuement. Elle tourna la tête, un mélange de soulagement et de douleur dans le regard. « Kwame, pourquoi? Pourquoi tout ça s'est passé? Pourquoi as-tu disparu ?» Sa voix était douce, mais chaque mot portait une année de souffrance. Kwame ferma les yeux, comme si la question lui arrachait quelque chose de profond. Ses mains tremblaient légèrement. « Aya, j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. » Elle attendit, le cœur suspendu. Quelques jours seulement après mon arrivée en Europe, j'ai été agressée dans la rue. On m'a pris mon téléphone, mes documents et ton contact. J'ai tout perdu ce soir-là
et ma vie a basculé. Il leva les yeux, une larme roula, silencieuse. Je t'appelais dans ma tête chaque soir. Je pensais que tu m'en voulais, ou que tu avais refait ta vie. Mais jamais, jamais je ne t'ai oublié. Aya baissa la tête, les yeux noyés. Pendant ce temps, j'étais seule, enceinte, et je ne savais même pas si tu étais vivant. Ses lèvres tremblaient. Et pourtant, mon cœur a continué de croire. Il se rapprocha doucement, incapable de rester assis. Je n'étais pas là pour toi, ni pour notre fils, et c'est une douleur que je ne pourrai jamais effacer. Il leva les yeux vers elle. Ils étaient pleins de larmes. Mais je t'ai cherché dès que j'ai pu. Et maintenant que je t'ai retrouvé, Aya, plus rien ne nous séparera. Plus jamais. Elle porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Ses épaules tremblaient. Aya baissa la tête, les yeux noyés. Un silence profond s'installa. Les deux respiraient comme s'ils tentaient de rattraper des années de manque. Puis, dans un geste simple et naturel, Kwame mit la main dans sa poche. Aya porta instinctivement ses deux mains à sa bouche. « Kwame, qu'est-ce que tu fais ?» Ses yeux s'embuèrent aussitôt. Il ouvrit lentement un petit écrin noir. À l'intérieur brillait une simple bague, élégante, sans extravagance, mais chargée de sens. Sa voix trembla légèrement. « Aya, on a perdu trop de temps, trop d'années, trop de silence, trop de souffrance. Mais aujourd'hui, Dieu nous a ramenés l'un vers l'autre. » Elle pleurait déjà. « Je veux être là pour toi, pour Nathan. Je veux rattraper chaque seconde perdue. Je veux te protéger, te soutenir, t'aimer comme j'aurais dû le faire depuis le premier jour. » Il inspira un peu plus profondément, ses yeux brillaient. « Alors je te demande, devant tout ce que la vie nous a appris, est-ce que tu acceptes de devenir ma femme? Est-ce que tu veux qu'on reconstruise tout, ensemble ?» À cet instant précis, Nabila et Nathan revinrent dans le salon, marchant simplement, et s'arrêtèrent net en voyant la scène. Nathan, lui, resta figé au seuil. Ses yeux s'agrandirent en voyant son père à genoux devant sa mère. « Maman !» murmura-t-il. Aya, incapable de retenir son émotion, éclata en sanglots. Elle posa ses mains sur son cœur, puis hocha la tête plusieurs fois. « Oui, Kwame, oui !» La bague glissa à son doigt, naturellement, comme si elle avait toujours attendu ce moment. Nathan courut vers eux et se jeta dans leurs bras, riant et pleurant à la fois. Nabila, debout, les deux mains serrées contre sa poitrine, laissa échapper un sourire qu'elle n'oublierait jamais. Elle essuya une larme discrète. Elle savait que sa petite part de bonté avait contribué à créer cet instant. Dans ce salon simple, neuf, baigné d'une lumière douce, une famille venait de renaître. Et trois destins, celui d'une mère, d'un père et d'un enfant, venèrent de se rejoindre pour toujours. Et cette fois, rien ne pourrait plus les séparer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à HD Story. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que même dans les moments les plus sombres, la vie peut encore offrir une seconde chance. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.